Nous avons vu dans la grande leçon sur l'histoire des mathématiques deux personnages importants qui ont marqué de parce qu'ils ont théorisé. Je vous propose de nous pencher sur le matériel dit tableau d'Euclide, proposé par Maria Montessori pour prendre connaissance de ses découvertes géométriques fondamentales. Rappelons que M. Pythagore était né sur l'île de Samos, en mer Égée, vers 570 avant Jésus-Christ, qu'il a beaucoup étudié et donc observé le monde qui l'entourait, surtout en géométrie. On lui doit un théorème lié au triangle rectangle, parmi d'autres théories mathématiques. Euclide d'Alexandrie, quant à lui, vécut environ 300 ans avant Jésus-Christ, on n'a pas de lieu ni de date exacte, et il systématisa les mathématiques et la géométrie grecque ancienne et du Proche-Orient. Il écrivit The Elements, un manuel de mathématiques et de géométrie, connu, le plus ancien et le plus utilisé de l'histoire de l'humanité. Euclide fait une démonstration du théorème de Pythagore à sa façon. Et c'est ce matériel que Maria Montessori proposait aux enfants afin qu'ils s'approprient eux-mêmes et qu'ils mémorisent donc cette démonstration, pas évidente à comprendre, ni sur un écran plat, ni dans un livre. Voyons en quoi consiste ce matériel et cette présentation. Alors, pourquoi du matériel? Vous le savez, par les gestes et les déplacements de formes géométriques, des images mentales se construisent dans la mémoire sensorielle et visuelle de l'utilisateur. Pour qui ce matériel? Eh bien, pour les enfants à partir de 10 ans et puis les adultes pour comprendre la géométrie. Quand allons-nous présenter le matériel? Dès que les concepts antérieurs, ainsi que le matériel antérieur, parce qu'il existe d'autres plateaux de démonstration pour Pythagore en l'occurrence, dès que le matériel précédent était présenté et compris par l'utilisateur, eh bien on continue et on fait la présentation de ce plateau. Comment cela se passe-t-il? L'éducateur fait une présentation d'une leçon, en général un petit groupe d'enfants de niveau de compréhension homogène. Il va adopter un ton posé et motivant et le matériel est toujours disposé, comme vous le voyez sur l'écran, au début et à la fin de chaque leçon, de cette leçon en l'occurrence. Il n'y a qu'un seul matériel dans la classe, c'est quelque chose qui est caractéristique d'une classe Montessori, et en général, une seule leçon d'introduction est nécessaire au début, mais par la suite, l'enfant va pouvoir évidemment manipuler ce plateau, le matériel, le dessiner et refaire aussi la démonstration à d'autres individus. Alors, il s'agit d'un plateau avec du matériel normé, joli, propre. Il est en métal et pas en papier, plastique ou carton, car il va résister et il doit résister à de nombreuses manipulations. Les couleurs aussi sont très importantes, ne les changez pas, ce sont les mêmes que pour les autres plateaux du théorème de Pythagore et on crée ainsi un lien, une compréhension intellectuelle d'un matériel à l'autre. Alors voyons les étapes de cette présentation. On partira toujours du plateau de base tel qu'on vient de le voir sur la diapo précédente. Alors dans un premier temps, durant cette étape A, on enlève les deux rectangles rouges du puzzle central et on les pose en dessous du puzzle sur la table. On a libéré de l'espace dans ce puzzle central et on va pouvoir par conséquent faire glisser le triangle blanc rectangle en bas et on y insère au-dessus de ce triangle blanc les éléments qui sont donc sur la gauche, c'est-à-dire le parallélogramme bleu et le parallélogramme jaune. Ils avaient été préparés dans ces rectangles à gauche, voyez, du plateau. On fait remarquer que le parallélogramme bleu occupe la même surface que le petit rectangle rouge précédemment. On fait remarquer que le parallélogramme jaune occupe aussi le même espace
qu'occupait le grand rectangle rouge, et on dit qu'ils sont équivalents, 2 à 2, c'est-à-dire que le petit parallélogramme bleu est équivalent au petit rectangle rouge, et idem pour les deux autres formes. On les remet à leur place, on remet tout à la place du début, et on va passer à l'étape B. On repart du plateau de base, mais cette fois, on va enlever le carré jaune du plateau et on va le poser sur la table. On va pouvoir ainsi faire glisser le triangle blanc rectangle en haut du puzzle central. Dans l'espace libéré, on va insérer au-dessous de ce triangle blanc le parallélogramme jaune préparé dans le rectangle à gauche du plateau. On fait remarquer que le parallélogramme jaune occupe la même surface que le carré jaune. On peut en déduire que le parallélogramme jaune est équivalent. Équivalence, c'est une notion qui a été vue précédemment avec d'autres types de matériel, donc on sait déjà ce que ça veut dire. Ça veut dire même surface et pas forcément même forme. Donc, on revient à cette conclusion que je vous disais. On conclut ici que le parallélogramme jaune est équivalent au carré jaune. On replace les pièces comme au début. Et on va passer à l'étape C. On repart de notre plateau de base. On enlève cette fois le carré bleu du puzzle central et on le pose au-dessus sur la table. On peut ainsi faire glisser le triangle blanc rectangle en haut à gauche du puzzle central et on insère au-dessous de ce triangle blanc cette fois le parallélogramme bleu qui était préparé dans le rectangle à gauche du plateau. On fait remarquer que le parallélogramme bleu occupe la même surface que le carré bleu précédemment qu'on a posé au-dessus et cela nous permet de dire le parallélogramme bleu est équivalent au carré bleu. On replace les pièces comme au début et on va passer à l'étape D. Nous avons donc comparé dans les étapes précédentes les formes jaunes et bleues avec les formes rouges. Et bien maintenant, on va comparer les formes jaunes entre elles. On repart donc de notre plateau de base et cette fois, on prend le carré jaune, donc qui est au milieu, dans le puzzle du milieu, et on le pose dans le rectangle vide à droite du plateau. On fait la même chose avec le parallélogramme jaune, puisque maintenant on compare les deux formes jaunes. Donc on prend le parallélogramme jaune, qui est dans le rectangle de gauche, et on le pose sous le carré jaune dans le rectangle de droite. On fait remarquer que le parallélogramme jaune et le carré jaune occupent la même largeur et la même hauteur dans le placement de ce rectangle. Ils sont donc équivalents. Et comme le parallélogramme jaune, on l'a vu tout à l'heure, est aussi équivalent au grand rectangle rouge, alors que pouvons-nous dire de la comparaison entre le carré jaune et le grand rectangle rouge? Eh bien oui, nous pouvons dire qu'ils sont équivalents. Nous replaçons les pièces dans leur position d'origine et nous allons passer à l'étape E. Cette étape consiste à comparer maintenant les formes bleues entre elles. Donc à partir du plateau de base, on va prendre le carré bleu du puzzle central et on va le poser dans le deuxième rectangle à droite du plateau qui est libre. On va prendre également le parallélogramme bleu, donc lui il est à gauche du plateau, et on va le poser sous le carré bleu dans le rectangle complètement à droite. On fait remarquer que le parallélogramme bleu et le carré bleu occupent la même largeur et possèdent aussi la même hauteur dans ce rectangle, donc ils sont équivalents. Comme le parallélogramme bleu, on l'a vu tout à l'heure, est aussi équivalent au petit rectangle rouge, que pouvons-nous dire de la comparaison entre le carré bleu et le petit rectangle rouge? Eh bien oui, nous pouvons dire que eux aussi, ils sont équivalents. Nous replaçons les pièces comme au début. Eh bien, qu'avons-nous fait? Nous avons comparé les formes entre elles et nous avons montré que le carré bleu est équivalent au petit rectangle rouge
et que le carré jaune est équivalent au grand rectangle rouge. Et bien, conclusion, la somme du carré bleu et du carré jaune est égale à la somme des deux rectangles rouges. Et bien voici notre démonstration opérée par Euclide au sujet du triangle rectangle. Et après, eh bien on va laisser décanter la compréhension de cette présentation et on va proposer à l'enfant des activités. Il pourra tracer, colorier sur son cahier les formes géométriques. Il pourra aussi noter cette démarche avant de s'entraîner à la refaire et tout seul, et pourquoi pas la présenter à toute la classe ou un petit groupe de camarades. Tout ceci développe de la rigueur. Ça développe les savoir-faire et contribue largement à la joie d'apprendre et de s'insérer personnellement dans l'histoire des mathématiques. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à bientôt pour une autre présentation.